Dernier chapitre de l'année, transmettre et stocker l'information. Alors, une information, c'est le fait par exemple, quand on parle, on transmet une information avec notre voix d'un émetteur à un récepteur. Sauf que voilà, les informations, quand on va les transmettre, comme notre voix, bah, c'est des signaux qui sont divers, mais surtout c'est des signaux qui sont continus. Et le problème, c'est que les ordinateurs ne savent pas traiter ce genre de signal. Un ordinateur ne sait traiter que des 0 et des 1, ne sait traiter que des signaux numériques. Donc on va déjà commencer par définir qu'est-ce qu'un signal analogique et qu'est-ce qu'un signal numérique. Alors un signal analogique, c'est tout simplement un signal qui est continu. Il peut prendre une infinité de valeurs, comme on voit ici. Tout est continu. Contrairement à un signal numérique qui ne peut prendre que des valeurs bien définies, que des paliers, comme un escalier. Je peux poser mon pied sur une marche ou sur une autre, pas entre les deux. Donc un signal numérique, lui, il est quantifié. On dira aussi qu'il est discret ou qu'il est discontinu. Un signal analogique est un signal continu qui peut prendre une infinité de valeurs, alors qu'un signal numérique est un signal discret ou un signal discontinu. J'ai mis 2 fois discret, donc c'est discontinu. Alors, on va voir quel est l'intérêt donc d'avoir des signaux, de travailler avec des signaux numériques plutôt que des signaux analogiques. Alors dans le signal numérique, déjà la première chose c'est qu'il est beaucoup plus facile de le reproduire, de le recopier, contrairement à un signal analogique. On arrive à produire ce qu'on va dire un clone parfait. Ensuite, on peut le traiter avec l'informatique, ce qui n'est pas possible. L'ordinateur ne comprend que les 0 et les 1, donc ce n'est pas possible avec un signal analogique. Et puis en plus, un signal numérique, il est insensible à des perturbations, à du bruit. Donc ça va être l'avantage. Donc, étant donné que nous, quand on parle, ou quand il y a une chanson, quand il y a des images qu'on va filmer, ça, ce sont des signaux qui sont analogiques, c'est continu, des actions continues, une voix continue. Mais quand on va les traiter, quand on va devoir les transmettre, elles vont passer par des outils comme des ordinateurs, des CD, etc. Et là, par contre, ces appareils ne vont traiter que des signaux qui sont numériques. Donc, il va falloir qu'on convertisse les signaux analogiques en numérique. Et ça s'appelle une numérisation d'un signal analogique. Alors, quand on va vouloir numériser un signal numérique, il va y avoir plusieurs étapes. Là, on va considérer ce signal-là, qui est un signal analogique. Voilà comment il varie en fonction du temps. Ce signal-là, la première chose qu'on va faire, on va le partager au niveau de l'axe du temps. Donc, comme on le voit ici, il a été partagé. On a partagé l'axe du temps avec des intervalles égaux. Avec des intervalles égaux, excusez-moi. Donc là, on va appeler ça delta t. Et ça, cette étape-là, ça s'appelle l'échantillonnage. Échantillonnage, on partage l'axe des temps en intervalles de temps égaux qu'on va appeler delta t indice E comme échantillonnage. Et qui dit delta t, échantillonnage, comme on a une période, on pourra également en déduire la fréquence d'échantillonnage, à savoir que la période est égale à 1 sur f ou f est égal à 1 sur t. Alors, ici, quand on va vouloir échantillonner, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le partager de façon plutôt large. Par exemple, on échantillonnerait comme ça. En sachant que ce qu'on va faire ensuite, c'est avoir juste un signal discret, un signal numérique. C'est-à-dire que quand on va partager avec des intervalles de temps égaux, on ne donnera qu'une valeur sur l'intervalle. Ce ne sera plus des valeurs continues. Donc j'aurai une seule valeur. Ici, une seule valeur. Là, une seule valeur. Bon, ce signal ne ressemble pas vraiment à celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diminuer la période d'échantillonnage. Et là, on voit qu'on a quelque chose déjà d'un peu plus rapproché. Ça se rapproche un peu plus de notre signal de départ. Et ce qu'on peut faire, on peut encore diminuer cette période d'échantillonnage pour avoir un signal numérique qui soit le plus fidèle possible de notre signal analogique. Donc, si on veut avoir un bon échantillonnage, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra réduire la période d'échantillonnage au maximum, c'est-à-dire augmenter la fréquence d'échantillonnage. Donc, plus la fréquence d'échantillonnage sera grande, et plus le signal numérique sera fidèle au signal analogique.
Ensuite, quand on a échantillonné, en réalité, donc on n'a pas terminé, hein, on a juste partagé pour le moment, c'est ce qu'on a fait. On a fait ces traits-là, hein, que je peux représenter ici en violet. Donc on a partagé à des intervalles de temps égaux. Donc voilà, on a partagé, puis là, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné de mieux en mieux avec une période de plus en plus petite, donc une fréquence de plus en plus grande. Maintenant, quand on échantillonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer une valeur. Alors, quand on va attribuer cette valeur, en fait, ce signal-là, hein, on va pouvoir, donc on va le décrire juste avec des valeurs fixes, et puis ben, on va décider de la façon dont on veut décrire les valeurs fixes, c'est-à-dire que je peux supposer que mon signal, à la fin, moi je souhaite qu'il ne puisse prendre que deux valeurs. Admettons, soit 0, soit 1. Parce que je vais échantillonner juste avec quelque chose de simple, lumière allumée, lumière éteinte, donc soit 0, soit 1. Et donc là, par exemple, quand je vais avoir une valeur ici qui est proche, ben, je considérais que le signal que j'ai obtenu, c'est plutôt ça. Ici, ben, si je suis au-dessus de la moitié, ben, je dirais que pareil, je suis là. Ici, je suis en dessous de la moitié, ben, je dirais que je suis redescendu. Donc voilà, ça va être une façon pour l'échantillonnage. Ce serait la même chose ici, je peux faire 0 et 1 ici, et puis dire, bon ben voilà, ici j'étais à 1, donc je vais me mettre à 1, là je suis à 1, là je suis à 1, puis là je redescends à 0, à 0, à 0. Ici on peut considérer qu'on remonte à 1, etc. Bon, on voit que prendre juste deux valeurs, 0, 1, c'est pas un signal qui ressemble vraiment à mon signal de départ. Donc plutôt que de prendre juste 0 et 1, ce qu'on peut faire, ben, on peut prendre plusieurs valeurs. Alors admettons, je vais partager avec plus d'intervalles. Voilà, admettons, je vais partager comme ça. Et puis, ben voilà, quand je suis ici au niveau de ce trait-là, ben, je vais considérer que je suis à là, sur cette valeur-là. Quand je suis ici, ben, la valeur la plus proche, ce sera celle-là. Quand je suis, etc. On peut le faire aussi quand on avait un meilleur échantillonnage. Si j'ai plusieurs valeurs ici, eh bien là, je vais considérer que je suis là. Ici, je vais considérer que je suis là. Ben, je vois que là, plus je vais prendre un intervalle ici qui est petit, et plus mon signal, effectivement, il ressemble de plus en plus à mon signal analogique. Alors, ce qu'on a fait ici, ça s'appelle une quantification. Donc, ce qui était sur l'axe des abscisses, c'était un échantillonnage. Et ici, c'est ce qu'on appelle la quantification. Donc, ça va être la deuxième étape au niveau de notre convertisseur. Donc, la quantification, il faut donc partager l'axe vertical en intervalles égaux qu'on appellera des pas. Donc, ce qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle un pas qu'on va noter avec la lettre Q, ou on appelle ça également quantum. Et le convertisseur analogique numérique va attribuer la valeur la plus proche à une des valeurs de quantum. Alors effectivement, plus le pas est petit et plus la numérisation elle va être fidèle à le signal numérique va être fidèle à notre signal analogique. Et ensuite, il va nous rester une dernière étape au niveau du convertisseur, ça va être ce qu'on va appeler le codage ou numérisation. Donc là, ce que va faire le convertisseur, si je prends par exemple, donc c'est l'ordinateur qui va recevoir ce signal numérique, donc il va recevoir des valeurs. C'est-à-dire ici, il a reçu une valeur, ici, donc ici une valeur, ici une valeur, ici une valeur, ici une valeur. Mais le problème, c'est que l'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1. Je ne peux pas attribuer, donner la valeur ici. Par exemple, si j'ai partagé en 8 intervalles, je ne peux pas transmettre à l'ordinateur directement 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'ordinateur ne sait pas lire toutes ces valeurs-là. Parce qu'en réalité, l'ordinateur, ce qu'il comprend, c'est des petits courants électriques hein, qui sont là et qui ne sont pas là. Donc, c'est des 0 et des 1. Ça passe ou ça ne passe pas comme courant. Donc, étant donné qu'il ne comprend que des 0 et des 1, bah, il va falloir qu'on code tous ces nombres avec des 0 et des 1. Alors, on va prendre un exemple. Admettons, j'ai comme information un signal que lorsque j'ai échantillonné et lorsque j'ai quantifié, il était ce signal soit haut, soit bas. Je vais considérer que quand il était bas, bah, il prend la valeur 0 et quand il était haut, il prenait la valeur 1. Maintenant, si ce signal qui a été échantillonné et quantifié, il peut prendre plusieurs valeurs. Admettons, il peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Comment est-ce qu'on va faire pour coder en binaire? Alors,
on va donner un petit exemple simple. Prenons par exemple l'exemple de cartes. Si je mets une carte avec un point, et puis ici une carte avec 2 points, en considérant que chacune de mes cartes, elle a juste 2 possibilités, c'est-à-dire soit être face avant, soit être face cachée, ben, je vois que j'ai plusieurs possibilités ici dans mes cartes. Je peux cacher les deux, et moi je peux considérer que face cachée, ben, ça va correspondre à un 0. Donc je peux avoir ici face cachée, et dans ce cas-là, voilà ce que j'observerai. J'observerai 0 point et 0 point. Ce que je peux faire, je peux retourner la carte de droite. Donc dans ce cas-là, bah, j'ai un point. Ici, par contre, celle-là, je la laisse face cachée. Donc j'ai 0 et 1. Ce que je peux faire le contraire. Je peux mettre celle-là face avant et celle-là face cachée. Et donc ça me donne 1 et 0. Et puis enfin, ce que je peux faire, je peux mettre les deux face avant. Et si je mets les deux face avant, bah, voilà ce qu'on obtient. On obtient ça. Donc j'ai les deux face avant. Pour moi, la face avant, c'est un 1. Et le 0, c'est la face cachée. Donc là, ça me donne un 1. Donc là, regardez, j'ai réussi à faire passer une information entre des points qui me donnaient des valeurs. Ici, quand je compte le nombre de points, j'en ai 0. Quand je compte le nombre de points, j'en ai 1. Ici, si je compte le nombre de points, j'en ai 2. Et si je compte le nombre de points, j'en ai 3. Donc, avec ce système-là, qu'est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi à faire passer des nombres 0, 1, 2, 3 à des nombres binaires. 0, le nombre binaire, c'est 0, 0. 1, son nombre binaire, c'est 0, 1. 2, c'est 1, 0. 3, c'est 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on code en binaire? On voit que leur place va avoir un certain poids. Ici, c'est le poids qui correspond à la carte qui n'a qu'un point. Ici, c'est le poids qui correspond à la carte qui a 2 points. Après, on pourrait faire plus. On pourrait rajouter, faire une carte à 4 points à côté. Et on verrait que si on faisait une carte avec 4 points, bah, ça nous permettrait de coder ici avec des nombres qui prendraient, avec des valeurs qui prendraient 3 nombres binaires et qui me permettrait de compter de 0 jusqu'à 15. Et puis si on voulait, on pourrait en faire plus. Hein. Je pourrais faire une carte ici avec 8 points, et puis continuer, etc. Alors justement, le fait d'avoir un nombre ici qui va passer en nombre binaire, ça, chaque numéro qu'on obtient, ça va porter un nom, on va appeler ça des bits. Et donc là, par exemple, dans le premier exemple que j'ai donné, j'ai codé mes nombres sur 4 bits. Alors, dans l'exemple qu'on avait en haut dans le cours, tout en haut, voilà, on voit que notre signal est codé juste entre 0 et 1. Donc là, il est codé juste sur un bit qui peut prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Donc là, c'est ce que j'ai noté ici. L'exemple de la figure 1 montre un signal sur lequel 2 valeurs sont possibles, soit 0, soit 1. On dit qu'il est codé sur un bit. Mais on voit bien que ce n'est pas très précis. Et donc, on va essayer de coder sur plus de bits. Et donc, on peut faire un codage sur 2 bits, c'est-à-dire ce qu'on a fait ici. Et les valeurs qu'on va avoir, c'est 0, 0. On pourrait avoir 0, 1. 1, 0 et 1, 1. Et donc là, on voit qu'on a 4 valeurs possibles. 4 valeurs possibles, c'est une autre façon d'écrire ça. 4, c'est 2 à la puissance 2. On a dit qu'on aurait pu coder sur 3 bits. Et les possibilités sont donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. On voit, donc c'est toutes les combinaisons possibles, il n'y en a pas d'autres. Quand on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit qu'on a 8 valeurs possibles. Et 8 valeurs possibles, ça s'écrit aussi comment? 8, 2 à la puissance 3. On peut faire un codage sur 8 bits, on ne le fera pas, on ne va pas mettre toutes les possibilités, mais on voit qu'on aura combien de valeurs possibles? Ici, on en aura 2 à la puissance 8 valeurs possibles. 2 à la puissance 8, ça nous donne 256. Alors ça va être intéressant parce qu'on voit que 256 valeurs possibles, c'est ici, hein, c'est avoir 256 possibilités. Donc ça va nous permettre de faire une numérisation beaucoup plus précise.
Alors, ça porte un nom parce qu'en fait, nos ordinateurs travaillent sur 8 bits, ils reçoivent des paquets de 8 bits, et 8 bits, ça s'appelle également, ça porte un autre nom, ça s'appelle un octet. Donc, un octet, c'est